Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Dans un instant, la fin de 36 ans de silence. Pour la première fois depuis la mort du petit Grégory, Jacqueline et Marcel Jacob prennent la parole. Grand-tante et grand-oncle du petit Grégory. Au moment où la justice relance ses investigations, ils ont accepté de répondre à nos questions. Redoutent-ils une nouvelle mise en examen? Comment vivent-ils depuis 36 ans? Leur vérité, leur colère aussi. Ce sera dans un instant, juste après le dossier de la semaine. Voulait-il se venger après avoir été victime de 2 plans sociaux? Un homme de 45 ans s'en est pris cette semaine à 2 DRH et une conseillère Pôle emploi. Des meurtres commis à l'arme à feu, de sang-froid, un périple meurtrier qui a commencé à Nancy pour finir en Ardèche. Que sait-on de cet individu? Pourquoi a-t-il assassiné ces 3 personnes? Les réponses dans un instant avec Dominique, avec nos invités. Mais d'abord, les faits avec Anne-Solène Tavernier. Il est venu pour l'ouverture. Gabriel Fortin, 45 ans, est un ingénieur au chômage. Ce jeudi, il se présente dans cette agence Pôle emploi à 8h30. Il a eu un contact avec, semble-t-il, un certain nombre d'agents. Au moment de partir, il a fait feu à une reprise, avec une détermination réelle. Enfin, le tir n'était pas un tir pour blesser. C'était clairement un tir pour tuer. Un coup de feu qui touche mortellement une employée de 53 ans. Garé à proximité, le tireur repart direction une entreprise spécialisée dans la fabrication de camions poubelles, la même où il a travaillé entre 2008 et 2010. À 9h, on a fait une pause café là, avec des collègues. Je retouche à la peinture et il y a un gars qui est descendu, un collègue des bureaux qui est descendu avec son pull blanc. J'ai vu que le pull blanc. Il a sauté les escaliers, il m'a dit sortez vite, il y a quelqu'un qui a un fusil en haut et tout. L'assaillant abat la directrice des ressources humaines, une femme de 51 ans. Une nouvelle fois, il prend la fuite. La police le repère sur un pont et l'interpelle. Son périple meurtrier aura duré 45 minutes. Rapidement, les enquêteurs font le lien avec 2 autres affaires. 2 jours plus tôt, dans le Haut-Rhin, une DRH a été retrouvée sur le parking de son entreprise, tuée par balle. Une voiture rouge, semblable à celle du suspect, a été aperçue sur place. La même soirée, un autre DRH s'est fait agresser à son domicile. Les analyses ADN le confirment, Gabriel F. est bien son assaillant. Dans les 2 cas, le suspect, inconnu de la police, a semble-t-il croisé les victimes au cours de sa vie professionnelle. Périple terrible qui évidemment pose beaucoup de questions. On va essayer d'avoir des éléments de réponse avec nos invités. Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV qui a suivi toute cette affaire. Bonjour Mélanie. Benoît Serre, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, vous-même DRH pendant plus de 25 ans si je ne me trompe. Et vous nous parlerez de l'émotion, de ce qui peut se passer après cette affaire. D'abord peut-être Mélanie, on a envie de comprendre, de savoir qui est Gabriel Fortin. C'est un homme de 45 ans, un ancien ingénieur qui est actuellement sans emploi, célibataire, pas de femme, donc pas d'enfant non plus. Il est originaire de Nancy, il a longtemps habité avec sa mère, il habitait tout seul au moment des faits. Alors ce que l'on sait également, c'est qu'il n'a pas d'antécédents psychiatriques, qu'il n'est pas connu des services de police, des services de justice. Il est décrit, on a pu parler à certains de ses collègues de bureau, il est décrit comme solitaire, assez isolé au travail. Et puis, ce que l'on sait, c'est qu'il a un parcours qui est, semble-t-il, un petit peu compliqué. Il n'a pas connu son père. Sa mère également a des problèmes psychologiques. Et puis, on nous disait également que sa vie, finalement, elle se résumait à son travail et à sa pratique du tir sportif, parce que c'était un tireur sportif. Et il ne parle pas. Il n'a absolument rien dit aux policiers, à personne. Il a refusé de parler, même à son avocat, l'avocat qui a été commis d'office. À personne. C'est pourquoi ? Alors, on ne sait pas pourquoi. Il a décliné son identité, c'est-à-dire qu'il décline son identité. Il répond à certaines questions, mais ce sont des questions qui n'ont pas de caractère, qui n'ont rien à voir avec l'enquête. C'est-à-dire, quand on lui pose des questions sur les motivations, sur les motifs, pourquoi a-t-il fait cela ? Là, il ne répond pas. Il déclare qu'il ne veut pas répondre aux questions. En revanche, quand on lui pose d'autres questions, eh bien là, il va donner, sur sa vie, par exemple, il va donner des versions divergentes, des versions différentes. C'est pour cela que dans les prochains jours, il va y avoir un examen psychiatrique qui va être fait de cet individu. Beaucoup de questions encore sur l'enquête, mais et on va parler peut-être du malaise, de la peur de certains DRH dans un instant, mais sur ce que disait Mélanie, elle disait il ne vivait quasiment que pour son travail, c'est-à-dire qu'il n'avait que ça dans sa vie. Est-ce que ça, c'est des profils comme DRH qu'on repère et on se dit, là, il y a peut-être des failles, des choses chez ces individus qui peuvent poser souci? Effectivement, comme DRH, en fait, vous passez votre temps à observer
et à capter ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est d'ailleurs pour ça que le lien que vous avez avec les managers de proximité, il est important. Mais ça vaut, alors évidemment, ça finit pas forcément par des drames pareils, mais par exemple les signaux faibles d'un burn-out, les signaux faibles de quelqu'un qui s'isole ou s'enferme, les signaux faibles de quelqu'un qui tout d'un coup va plus avoir les mêmes comportements que d'habitude et les collègues vont remonter les choses. C'est des choses qu'on peut pas ignorer et qu'il faut réussir à traiter ou à anticiper. Alors on le fait directement ou indirectement, mais vous avez raison, il faut toujours, et c'est en ça que c'est un métier à la fois passionnant et difficile. C'est-à-dire que vous devez prendre en compte l'individu et ne rien considérer comme secondaire quand vous avez des changements de comportement ou des informations qui vous parviennent, comme quoi dans tel ou tel service, telle ou telle personne, que les niveaux de tension sont montés, que cette personne s'énerve plus facilement qu'avant. Vous voyez, des changements de comportement. Ça, c'est toujours des petits signaux faibles sur lesquels on est assez vigilant. Est-ce que, on en parlait là tout à l'heure, le boulot d'un RH, on voit un peu ça comme ça, c'est de virer les gens, surtout dans le contexte actuel, avec des entreprises qui vont mal. Et en fait, ça n'est pas que ça. Non, mais vous savez, en me préparant à venir chez vous, je réfléchissais. En fait. Aujourd'hui, si je prends la crise, on a 4 crises. On a une crise sanitaire, économique, sociale et psychologique. Et ben, dans les 4 domaines, les DRH interviennent. En fait. Et souvent, on parle de la fonction RH qu'au moment où on parle de plans sociaux ou de choses comme ça. Mais d'abord, le plan social, c'est l'ultime décision après tout un tas de choses qui sont de la fonction RH. On passe plus de temps à embaucher, plus de temps à former, plus de temps à organiser, plus de temps à veiller à la qualité de vie au travail qu'à licencier, mais souvent, c'est peut-être de notre faute, peut-être qu'on communique mal, mais on parle que de toute une toute petite partie de notre métier qui est très difficile, qui nous fait exécuter des décisions auxquelles on participe ou auxquelles on ne participe pas. Et puis, je crois que trouver l'équilibre entre prendre des décisions économiquement légitimes, et malheureusement la crise dans laquelle nous sommes et qui va s'aggraver probablement dans les mois qui viennent, va faire que beaucoup de nos confrères et nos consoeurs vont être confrontés à ces décisions. Vous parliez du rôle du RH dans l'observation des salariés, observer les comportements. Je voudrais, Mélanie, qu'on revienne à Gabriel Fortin sur son comportement, parce qu'on n'est pas là sur un coup de folie. Ça avait été préparé et il était lourdement armé. C'est ce qu'a dit le procureur. On est là, on est face à une préméditation. Ce que l'on sait, c'est que préméditation déjà matériellement. Il s'est préparé dans ses actes. Il avait loué une voiture parce que Gabriel Fortin n'avait pas de voiture. Il se déplaçait à pied, c'est ce que nous ont dit ses voisins. Il a loué une voiture le 26, le jour même où il s'est rendu en Alsace pour s'en prendre aux 2 DRH. Donc il y a cette location de voiture, il y a cette nuit passée à l'hôtel. Là encore, juste avant d'arriver à Valence, il a loué une chambre d'hôtel où il a dormi. Et puis il avait en possession 2 armes, c'est ce qu'ont découvert les enquêteurs, 2 armes avec plusieurs dizaines de cartouches, donc ce qui impliquait évidemment une préméditation. Ce que les enquêteurs disent, c'est que cet acte, il est mûrement réfléchi, il est mûrement prémédité, parce qu'il avait été licencié à 2 reprises. Son premier licenciement date de 2006-2008, donc ça fait plus d'une quinzaine d'années, et l'autre de 2010, donc il a mûri ce projet. C'est pas quelque chose, c'est pas un coup de tête. Ce qui veut dire, quand on vous entend, qu'il y avait donc, c'est une hypothèse évidemment à ce stade, mais peut-être une envie de vengeance, en tout cas de colère qui est restée là présente contre les entreprises qui l'avaient licencié. Ça, vous l'observez ? Ça peut arriver, parce que vous savez, quand vous prenez une décision, alors collective ou individuelle, vous licenciez quelqu'un, il ne s'agit pas de juger les causes, il peut y avoir des très bonnes causes, et si elles sont mauvaises, la justice sait réparer les choses. En revanche, quelquefois, les gens ont une colère, une peur, une crainte de sentiment d'échec, et donc, ils vont aller chercher un bouc émissaire, et puis ça peut être le DRH, puisqu'après tout, c'est souvent lui ou elle qui a annoncé la décision et qui l'a fait appliquer. Donc c'est, je dirais, presque humainement compréhensible. Seulement, là, aujourd'hui, ça se termine par l'assassinat d'êtres humains, en fait, où on a dramatiquement confondu la personne qui exerce un métier et puis la personne elle-même. Le DRH, c'est souvent la dernière personne avec laquelle on a un contact quand on part d'une entreprise, souvent, ou quand on est viré de l'entreprise. C'est celui qui vous dit, voilà, monsieur, vous avez bien travaillé, mais madame, on n'a plus besoin de vous. L'une des 2 RH qui ont été tués faisait partie de votre association. Vous Exactement. La connaissiez? Alors, on connaissait la présidente de son groupe local. Je sais qu'on a un des membres du bureau national qui a été son professeur, en fait, de RH dans ses études. Donc, on est en contact avec eux, évidemment, parce que la NDRH, ça sert aussi... malheureusement, dans ces situations-là,
parce qu'on représente la communauté RH, vous savez, la DRH, c'est 5000 DRH, ça représente près de 10 millions de salariés en France. Et donc on a trouvé qu'il y avait une réaction de la communauté RH et on est là pour la soutenir et puis pour porter sa voix. Comment est-ce que vous pouvez aider ces familles? Vous allez les aider à trouver un avocat? Vous allez les aider peut-être financièrement à régler les frais d'honoraires de cet avocat, les accompagner? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le moment, on n'a pas ce type de demande de leur part. La demande qu'on a de leur part, c'est on est très sollicité par la presse. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment est-ce que vous pouvez rassurer les membres du groupe local? Parce qu'évidemment, c'est un traumatisme pour tous ceux qui voyaient les victimes dans des réunions régulières qui ont lieu localement au nom de la NDRH. Et puis, est-ce qu'il est remonté, une peur globale aujourd'hui des RH, et vous faisiez référence au contexte qui malheureusement ne devrait pas s'améliorer? On ne peut pas dire qu'il y a une peur qui remonte, mais il y a la prise de conscience que tous les DRH, plus ou moins un jour ou l'autre, ont été confrontés à des tensions, leur nom a été balancé sur les réseaux sociaux, on a caricaturé leur métier. Quelquefois, vous savez, il y a une forme d'utilisation malsaine des tensions sociales, par les différents acteurs des tensions sociales. Et la personne de Pôle emploi qui est dans cette histoire, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui... C'est la dernière ligne, vous savez, on parlait beaucoup des premières lignes, là c'est la dernière ligne qui est là en face des gens qui sont, il faut le reconnaître, je ne mets pas en cause M. Fortin ou d'autres, mais qui sont quelquefois dans des détresses épouvantables. Donc voilà. Le hashtag oui. balance ton DRH, ça pourrait peut-être dans cette affaire, Mélanie, vous monsieur, avoir un petit peu une résonance avec l'affaire Samuel Paty, qui avait été jetée en pâture sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. L'une de ces, je crois que les deux conseillères, les deux DRH ont été, oui, je crois ont été dénoncées. Une au moins, c'est ça. Les deux Alsaciens ouais. qui avaient travaillé par 2 fois dans le passé ensemble. Donc les deux victimes d'Alsace avaient leur nom et avaient figuré avec le hashtag balance ton DRH sur les réseaux sociaux. C'était en 2018. Ouais. Les suites de pardon. Ça c'est cette histoire de balance ton DRH, ça date de 2018. C'était suite à un livre écrit par un pseudo DRH qui vraiment décrivait dans ce livre l'inverse de ce qu'est la fonction. Et ça, on voit bien que les réseaux sociaux, vous avez fait référence à Samuel Paty, le résultat est le même, c'est quand même des gens qui sont morts. C'est inacceptable de balancer des noms comme ça sur les réseaux sociaux, de raconter les horreurs, et vous êtes totalement démunis face à ça, comme d'autres le sont quand vous êtes insultés sur les réseaux sociaux. Effectivement, le DRH qui a échappé à la mort et l'une des deux qui a été assassinée avait été mise en cause sur les réseaux au moment de décision de l'entreprise qu'ils mettaient en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on les a protégés? Est-ce qu'on prend conscience, en fait? Peut-être que vous faites référence à l'affaire Samuel Paty. Peut-être que cette affaire-là va conduire à ne pas considérer comme secondaire le fait que nos noms, quelquefois nos familles, nos actions soient jetées en pâture. À une prise de conscience collective. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mélanie Vecchio, d'être venue nous parler de cette enquête qu'on va continuer à suivre, évidemment, sur BFM TV. On se retrouve dans un tout petit instant, la deuxième partie d'Affaires suivantes, avec une interview exclusive, celle de Jacqueline et Marcel Jacob, la grand-tante et le grand-oncle du petit Grégory. Ils parlent pour la toute première fois. Ils avaient été mis en examen en 2017 pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Mise en examen annulée par la suite. Aujourd'hui, l'enquête est de nouveau relancée. Redoutent-ils une nouvelle mise en examen? Leur vérité, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Vous connaissez leur nom, leur histoire, mais ils n'ont jamais parlé. Jacqueline et Marcel Jacob sont au cœur de l'affaire Grégory. Dans un instant, vous allez entendre leur vérité. Mais d'abord, peut-être se rappeler qui ils sont. Marcel Jacob, qui a une première sœur, Thérèse Jacob, qui avec Marcel Laroche auront un fils, Bernard Laroche. Marcel Jacob a une autre sœur, Monique Jacob, qui avec Albert Villemain auront un fils, Jean-Marie Villemain, qui donnera naissance avec Christine au petit Grégory. Une affaire de famille avec peut-être de terribles secrets. En tout cas, dans un instant, vous allez entendre la vérité de Jacqueline et Marcel Jacob. Mais d'abord, retour sur ces 36 ans de silence avec Anne-Solène Tavernier. En ce mois de décembre 2017, Marcel Jacob retrouve son épouse Jacqueline. Tous deux
sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort dans le meurtre de Grégory Villemain, 4 ans, retrouvé ligoté et noyé le 16 octobre 1984 dans les eaux froides de la Vologne. Une mise en examen finalement annulée pour vice de forme. Mais pour les enquêteurs, le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory sont au cœur de l'affaire. Entouré de toutes parts de personnes leur faisant remonter l'ensemble des événements familiaux vécus par les Villemain, le couple a les moyens d'organiser pendant des années le harcèlement mis en œuvre par le Corbeau. Une expertise en écriture désigne d'ailleurs Jacqueline Jacob née Thuriot comme l'un des auteurs des lettres anonymes. S'agissant des 3 lettres de 1983, les conclusions de l'expert commis en 2017 impliquent, je l'indiquais hier, pour l'une d'entre elles, Madame Thuriot. Et l'incrimine, mais de façon moins affirmative, pour une autre d'entre elles, qui était en lettres typographiques. Jean-Marie et Christine Villemain, les parents de Grégory, soupçonnent un crime collectif. Sur les hauteurs de Haut-Monzé, les Jacob ne vivaient qu'à quelques mètres de chez Bernard Laroche, leur neveu, et le principal suspect dans l'enlèvement du petit garçon. Depuis 36 ans, les Jacob ont un alibi pour le soir du rapt, la filature où ils travaillaient. Le couple affirme avoir participé à une réunion syndicale de 14h à 16h45, avant de reprendre le travail de 17h à 21h. Mais faute de pointeuses et d'archives dans leur usine, cet emploi du temps est invérifiable selon les enquêteurs. Marcel et Jacqueline Jacob restent à cette heure toujours suspects. Jacqueline et Marcel Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Dominique et aux miennes. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Affaires suivantes. Vous n'avez jamais parlé aux journalistes, ni à la radio, ni en presse écrite, ni à la télévision. C'est la première fois depuis 36 ans que vous allez donc répondre aux questions de 2 journalistes. Et à un moment important, un moment clé dans cette affaire, puisque la justice a décidé mercredi de relancer de nouvelles investigations avec de nouvelles analyses ADN. Je rappelle que vous êtes respectivement la grand-tante, le grand-oncle du petit Grégory. 36 ans que vous n'avez pas parlé, 36 ans qu'on attend la vérité. Beaucoup de questions évidemment à vous poser sur ces rebondissements, sur l'enquête, sur ce qui s'est passé le 16 octobre 1984. Peut-être pour commencer cet entretien, une question très simple, toute simple, celle que beaucoup de Français se posent. Est-ce que vous savez quelque chose sur la mort du petit Grégory que vous n'avez jamais dit? Est-ce que cette histoire, c'est surtout une histoire de secret de famille? Non. Non, c'est absolument rien. Non. Alors, pas de secret de famille, non, rien. Vous êtes au cœur du dossier. Si quelqu'un va devant une cour d'assises, ça sera vous 2. Vous le savez. Vous le craignez, vous le savez vous... Ah non, on ne savait pas. On l'apprend. Cour d'assises, vous savez. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est même pas marrant. C'est pas facile à vivre. Hein. Pas facile à vivre. Il va y avoir des nouvelles investigations. La justice a décidé cette semaine, pour alimenter justement tout cela, d'autoriser de nouvelles analyses ADN, avec un prélèvement aussi sur un peu plus de 30 personnes, près de 40 personnes au total. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec la justice, à donner votre ADN? Est-ce que vous craignez ce qui pourrait ressortir de ça? Ah bon, j'ai pas peur. Pas peur du tout. Hein. Ils l'ont fait 2 fois, mon ADN. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Hein. Ils peuvent venir, j'ai pas peur. Hein. Ni écrire, ni parler. J'ai rien à me reprocher. Absolument rien. Vous êtes innocent. Ah, 100%. Oui. Alors là, c'est sûr. Hein. Vous comprenez quand même, vous le ressentez, que la justice et les enquêteurs tournent autour de vous. On envoie sur des bouquins, parce que bon, la presse, on envoie des choses, c'est sûr. Hein. Être mis à pâture, c'est facile. Hein. Vous savez, être sali, c'est très facile. Hein. Après, quand il faut faire des contre... de dire le contraire, il faut nous blanchir, il n'y a plus personne. Ah, ça, c'est autre chose. Hein. On nous salit, on nous salit. Salit, ça, il va être bon cœur. Hein. En 2017, vous allez être mise en examen pour l'enlèvement, la séquestration, la mort du petit Grégory. Cette mise en examen, elle sera annulée. Comment ça s'est passé, cette arrestation de 2017? Très compliqué. On frappe à votre porte. On dit, tiens, on avait commandé des glaces, vous savez, à Thirier, les marchands de glace, vous savez, où ils sont bien de bonne heure ce matin. Un peu avant 8 h, on était encore au lit. Hein. J'ouvre la porte. Une dame qui était devant, SR de Dijon. Elle rentre, à partir de 8 h, vous êtes à garde à vue pour l'affaire du petit Grégory. Mais j'ai même pas pu répondre. Elle ne pouvait plus parler. J'étais tétanisée, J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais madame, j'ai dit, mais c'est quoi de ces conneries? J'ai dit, c'est pas possible. Embarqué, hein. Pas de perquisition? Si. Moi, toute seule. Moi, ils m'ont embarqué avant, ils ont gardé Jacqueline pour faire la perquisition. Oui, moi, toute seule.
Comment ça se passe? Ah ben, ils me suivaient, il fallait que je les amène là, et puis ils ouvraient partout, ils fouillaient partout, ils ont pris des albums photos, tout. Ils m'ont emmené à Bruyères, passer voir un docteur, hein, puis après ils m'ont emmené direct Dijon. Menottes? Non. Ils m'ont dit on ne l'aimait pas parce que, oui, c'est sûr, je cours, vous allez me rattraper. Hein. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Ah mais moi, après je suis arrivé là-bas, 48 heures de garde à vue. Hein. Alors je vous dis pas, hein. Quand on en parle comme ça, c'est facile, 48 heures. On vous donne un cachet pour vous laver les dents, 2 petits bouts de serviette comme ça pour votre hygiène intime. Faire la toilette. Et où vous allez, il y a un gendarme avec le fusil qui vous suit. Oui. Où vous allez, hein, aux toilettes, vous retournez dans le lit, hop, le gendarme. 8 jours, il y a un gendarme avec le fusil. Hein. Et puis il faut laisser la porte ouverte. Croyez-moi ça. S'il vous plaît. C'est Vous bien, avez hein. 72 ans que vous vivez ça. C'est un enfer. Oui. Ils ont bousillé notre famille. Ah oui, ils l'ont broyé. Ils l'ont bousillé. Ah oui. Quelles questions on vous a posées à ce moment-là? Il n'y a pas de... Ben moi, j'ai pas répondu. Puisque ils nous ont mis un avocat d'office. Oui, ils ont demandé... Bah, j'ai dit oui, hein. Pas demandé, hein. Non, non, si, Moi même pas dit, je mets un avocat d'office. Il est arrivé, un avocat. Eh ben, il m'a dit, gardez le silence. Oui. Il m'a demandé de garder le silence. Moi, il m'a dit, bon, si vous voulez parler un peu, j'ai parlé un peu, moi. J'ai parlé. On vous soupçonne à ce moment-là d'enlèvement, de séquestration, de la mort du petit Grégory. Oui. Comment vous réagissez à ce moment-là? On dit trop, hein. On réagit très mal à entendre une chose pareille. Oui. Faire, tu es un enfant, mais c'est pas possible d'entendre une chose pareille. Non mais c'est incroyable. Il y a notamment les lettres du corbeau qui vont servir pour justifier cette mise en examen. Notamment vous, il y a 2 lettres du corbeau qui correspondraient, après les analyses graphologiques, à votre écriture. J'ai jamais écrit. Jamais. Jamais écrit un courrier, rien. Non. Les 2 lettres qu'on vous accuse d'avoir écrites, c'est la 1 et la 2. La première lettre, c'est celle du 4 mars 83, où il est écrit en lettres bâton « Je vous ferai la peau à la famille Villemain », cette fameuse lettre, Villemain avec une faute, A-I-N à la fin. Ah. C'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein, j'ai jamais écrit. Hein. Non. Hein. Qui peut avoir écrit ces lettres, selon vous? Ah ben ça, je peux pas vous dire. Hein. Est-ce que vous avez une idée et que vous ne pouvez pas le dire? Non, pas d'idée. J'ai pas d'idée non plus. Hein. Non, oui, ma soeur, mon frère, ils parlaient de ça des fois. Mais... Nous faire accuser, ah non, c'est la pire des choses qu'ils ont faites. Hein. Ah là là. Ils se sont trompés. C'est sur toute la ligne. Racontez-nous l'histoire de votre chemise. Ah, cette chemise, ce bout de 4 jours, quand je suis ressorti, il y a quelqu'un qui me l'a donnée. Sorti de prison. Sorti de prison, oui. Il m'a dit, il n'avait pas d'habits, ils m'ont donné des habits, il y avait ça avec. Un prisonnier qui vous a donné cette chemise? Oui, je crois, oui, c'est bien. Oui. À Varennes-le-Grand, vous étiez à la prison de Varennes-le-Grand. Racontez-nous comment ça se passe à l'intérieur pendant ces 4 jours. Bah moi, tous les jours, tous les jours, je sortais, moi. J'allais faire mon heure de sortie, il y avait un gardien dans la cour, voilà. Puis j'avais une autre personne avec moi dans la cellule. Croyez-moi que... On ne peut pas expliquer. Tellement que c'est... Alors 4 jours, moi, je sortais, j'expliquais aux personnes qui mettaient des tomates, tout ça, je leur expliquais, il faut faire comme ci, comme ça, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Puis voilà, mais abominable. Pourquoi abominable? Je se trouve à prison, vous n'avez rien fait. Rien, non, rien. Alors on vous pose la question que tout le monde se pose. Où étiez-vous le 16 octobre 1984, ce 16 octobre 1984, à 17h, au moment où disparaît le petit Grégory? Allez-y. On travaillait de l'après-midi à l'usine. On travaillait de l'après-midi. On travaillait de l'après-midi. 13h à 21h. Oui. Tous les deux? Oui. On était dans la même équipe. On travaillait dans la même équipe. Alibi vérifié? Oui. Bien sûr. La direction. Au début. Oui, depuis. On a toujours eu l'alibi. 2-3 jours après la mort du petit Grégory, il y a eu 4 gendarmes chez nous. 2 gendarmes qui ont fait une perquisition. Et 2 autres gendarmes ont été voir notre alibi à l'entreprise. Ils sont venus, ils nous ont rien dit. Hein. En repartant, ils ont dit, tiens, vous avez travaillé où hier? Vous étiez où? 13h, 21h à l'entreprise, et puis j'ai eu une réunion syndicale, 14h30, 17h environ. Voilà. Ils sont partis, ils m'ont rien dit.
Vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que vous n'avez pas participé aux recherches. Certains vous l'ont reproché. Aux recherches? On ne peut pas aller aux recherches, travailler. Oui. Peut-on travailler jusqu'à 21h? On a longtemps dit qu'envers Jean-Marie Villemain, il y avait des critiques qui avaient été faites régulièrement, des mots qui avaient été lâchés, des tensions. C'est faux? Pas non, Jean-Marie, moi. Je voyais rarement, je ne voyais pas pour dire. On ne travaillait pas dans la même entreprise, hein. On se voyait rarement. Mais non, Jean-Marie, il a dit, oh non. Vous n'avez jamais parlé avec eux de cette affaire? Avec eux? Avec Jean-Marie et Christine Villemain? Oh, non, jamais. Non. Jamais, on ne s'est jamais fréquenté. Jamais on n'a parlé. Il y avait des relations, parce que ça peut surprendre que vous n'ayez pas parlé de la disparition puis de la mort de cet enfant. On ne se voyait pas. Non, on ne se voyait pas avec Jean-Marie. On ne pouvait pas parler de... Voilà. Non. On n'en parlait pas. Vous auriez quelque chose à leur dire aujourd'hui? Je leur dirais qu'ils arrêtent sur nous de nous accuser, c'est ça que je dirais. S'ils veulent qu'ils cherchent pas sur son oncle, sa tante, parce qu'on n'a absolument rien à voir dans la mort du petit Grégory. Voilà ce que je lui dirais. Ouais. Absolument rien, Jean-Marie. Il y a ce scénario de l'enlèvement du petit Grégory par Bernard Laroche, Muriel Boll dans la voiture, et puis qui vous aurait donné cet enfant ensuite. C'est du n'importe quoi, là. Là, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est l'hypothèse de Jean-Jacques Bosque, procureur général de Dijon, au retour de l'affaire, mai 2017, conférence de presse. Et le procureur général de Dijon dit « Bernard Laroche, on sait le rôle qu'il a joué, et c'est une équipe qui a travaillé ensemble. » Donc, il sous-entend clairement que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, donc c'est la version Muriel Boll, hein, et que c'est à vous, ou que vous faites partie de ceux qui savent ce qui s'est passé ensuite. Soit on vous a remis l'enfant, soit vous savez ce qui s'est passé ensuite. Vrai, faux? Absolument, c'est absolument rien, on était au travail. C'est faux? On travaillait. Vous avez forcément, j'ai envie de dire comme tous les Français, une idée de ce qui s'est passé. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus crédible? L'hypothèse, on ne peut pas donner, parce que je... Ah non, on peut pas dire, mais c'est terrible, n'importe comment. Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est tout. Vous savez, quand vous étiez 4 jours à prison, je vous disais tout à l'heure, j'attends toutes les nuits à court, quand ils ferment la serrure. Toutes les nuits, même à ce moment. Toutes les nuits. C'est monstrueux, ce qu'ils nous font. Monstrueux. Il n'y a pas de mots. Vous savez, des fois... La justice, vraiment... Ah non, j'ai confiance dans notre justice à la France, mais là, il faut qu'ils arrêtent. C'est plus possible. C'est plus possible. Vous savez pourquoi quand il y a le coup? Parce qu'on n'a absolument rien à se reprocher. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Et si vous étiez condamné quand même? Ah ben, là, il faut une erreur. Croyez-moi, il faut une erreur monumentale. La plus grosse erreur de leur vie. 36 ans après, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour la vérité? Seulement, moi, oh, purée, et puis que... Ouf, là, mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On nous a bousillé notre fin de vie. Ah oui. On devrait être si tranquille. Ah oui, de retraite. Non, de retraité qui a travaillé toute sa vie. On n'a encore pas le droit d'être tranquille. 44 ans de boulot. Merci beaucoup, Jacqueline et Marcel Jacob. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pour la première fois, ils ont donc répondu aux questions des journalistes Jacqueline et Marcel Jacob. Et avec nous en plateau, Maître Alexandre Boutier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Jacqueline Jacob. Vous travaillez avec Maître Stéphane Durana. Vous êtes l'avocat de Marcel Jacob. Avec nous également Michel Marie, grand reporter pour Le Nouveau Détective. Vous publiez un hors-série sur l'affaire Grégory. Pour ceux qui sont passionnés par cette affaire, c'est une bible. Évidemment, après cette interview, la première fois qu'on entend Jacqueline et Marcel Jacob, il y a beaucoup de questions qui se posent. Peut-être une première question, pourquoi ont-ils choisi de parler maintenant? Parce qu'ils sont innocents et que la France a besoin de l'entendre. Ils se sont toujours exprimés auprès de la police des enquêteurs depuis 36 ans et depuis les premiers jours. Ils ont toujours dit leur vérité, ils ont toujours clamé leur innocence et démontré leur innocence. Ils ont été entendus très régulièrement, notamment sur la Libye, qui a toujours été constant et qui a toujours été vérifié. Aujourd'hui, ils subissent véritablement un mauvais procès, un procès déloyal, puisque depuis 2 ans et demi, leur nom est régulièrement jeté en pâture à la presse comme étant le couple tueur. Ils ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas accès au dossier actuellement, puisqu'ils ont été démis en examen, et ils doivent effectivement, c'est nécessaire de s'exprimer aujourd'hui et de clamer haut et fort qu'ils sont innocents. Maître Boutier, Maître Duriana, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas là.
Vous dites, on leur demande de s'exprimer, ils parlent pour dire qu'ils sont innocents, et puis vous leur demandez, quand ils seront devant la police et les enquêteurs, de garder le silence. Non, enfin, Marcel Jacob s'était exprimé en garde à vue. Jacqueline Jacob avait gardé le silence sur les conseils de son avocat. C'est un droit. Vous n'allez pas remettre ça en cause, quand même. Non, je ne remets pas ça en cause, mais est-ce que c'est une bonne stratégie de défense, maître? Ah, mais moi, je ne vais pas juger la stratégie qui avait été adoptée par mon prédécesseur. Leur demander de se taire. Bien que ce n'est pas mon rôle. Marcel Jacob s'est exprimé, tant en garde à vue que devant le magistrat instructeur, et on a répondu à toutes les questions. Et surtout, ils s'étaient déjà exprimés par le passé, ils ont déjà été entendus par des magistrats instructeurs, ils ont été entendus par des enquêteurs. Donc en fait, on connaissait déjà leur position. Donc aujourd'hui, oui, c'était un droit pour avoir accès au dossier qui est volumineux, c'est-à-dire que c'était la première fois lorsqu'ils sont placés en garde à vue, et donc effectivement, je comprends le confrère qui a dit à Jacqueline, bien, gardez le silence. C'était le précédent avocat. Oui. D'accord. Cette prise de parole, elle intervient à un moment important, puisque cette semaine, la justice a décidé de relancer des expertises ADN nouvelles. Est-ce que ça a un lien et est-ce que vous comprenez que la justice cherche toujours aujourd'hui à savoir la vérité? Alors, que la justice cherche à savoir la vérité dans cette affaire, mais évidemment, c'est un dossier dramatique. Pensez pas qu'on va vous dire le contraire. Ce que je dis, depuis le 14 juin 2017, date de l'arrestation de Marcel et de Jacqueline Jacob, c'est que cette affaire ne doit pas se résoudre sur des témoignages, sur de l'expertise graphologique. On nous dit hier, les expertises graphologiques ne valent rien, et aujourd'hui, elles deviendraient efficaces. Ça doit se résoudre sur des preuves scientifiques incontestables. Et je ne suis pas seul à le dire. Il y a eu un procureur général à Dijon l'avant-dernier qui venait dire cette affaire, je ne la relancerai que sur la base de preuves matérielles irréfutables. C'est une sage décision. Est-ce que vous ne considérez pas, du coup, la stylométrie? Vous nous dites qu'il y avait de la graphologie, c'est vrai, vous la remettez en cause, si je comprends bien. Mais il y a de la stylométrie. Oui. C'est pas moi qui la remets en cause. Elle a été remise en cause par le juge Simon, dont on nous dit que c'est un excellent magistrat, dont acte. Il remet en cause, dans l'arène non-lieu de Christine Villemain, il remet en cause la graphologie. S'agissant de la stylométrie, c'est une vaste fumisterie. Je veux dire qu'il ne manquera bientôt plus que le détecteur de mensonges dans ce dossier et puis peut-être un pendule. Voilà, ce sera complet. La stylométrie, c'est la première fois que c'est utilisé en France par un laboratoire qui a été saisi en 2017, facturé 28 000 € au passage, alors qu'on a des laboratoires en France, et notamment un qui s'est exprimé cette semaine ou la semaine dernière dans Science et Avenir, et qui dit qu'il faut au minimum 5 000 mots pour faire une étude. Dans la lettre de revendication, on en a 25. Alors nous attendons effectivement avec hâte ce rapport, parce que ça a fuité dans la presse, et effectivement Jacqueline est mise en cause, semble-t-il. Mais attendons, ça fait 2 ans et demi qu'on attend ce rapport. Vous avez secoué la tête tous les deux quand avec Philippe on a posé la question aux époux Jacob. Vous savez bien que tout le monde tourne autour de vous, et si quelqu'un va aux assises, très vraisemblablement, ça risque d'être vous. Pourquoi est-ce que vous avez secoué la tête en entendant ça? Je trouvais le journaliste Dominique Rizet très bon. Le procureur Dominique Rizet, honnêtement, il est moins efficace. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que s'il y a un procès d'assises, les époux Jacob seront les acteurs? Mais ça sort d'où? Ils sont même pas mis en examen. Oui, mais quand même, quand Jean-Jacques Bosque, procureur général de Dijon, mai 2017, dit voilà, on connaît ce qu'a fait Bernard Laroche, il y a une équipe avec lui, ça peut être qui l'équipe? Jamais, un des frères Villemain, ça peut être Jacob. Il ne vient dire que c'est eux. Non, il ne vient pas dire que c'est eux. Il y a des indices, on les met en examen. Après, il faut des preuves. Mais ils ont été mis en examen quand même. Ils ont été mis en examen. Oui. Et si ils ne le sont plus, c'est pas parce qu'ils sont sortis entre guillemets par les voies judiciaires. Ouais, on a quand même démontré devant la chambre de l'instruction la réalité de leur alibi qui tient et qui est un alibi, comme on dit, béton dans le jargon. D'accord, mais c'est un vice de procédure qui leur permet de ne plus être mis en examen aujourd'hui. C'est quand même pas de notre faute si les magistrats ne respectent pas la procédure pénale. Ça, c'est sûr que les magistrats n'ont pas fait leur boulot comme il faut. On est d'accord, mais est-ce que vous voulez que je vous dise sur que nous, on fait le nôtre? Pas tous ensemble. Michel Marie, justement, vous avez découvert cette interview, vous entendez les réponses de Jacqueline et Marcel Jacob sur leur alibi, vous y revenez dans votre hors-série, vous entendez leurs explications. Au regard de tout ce que vous connaissez de cette affaire, par cœur, est-ce qu'ils vous ont convaincu? Ils disent rien en réalité, donc c'est difficile d'être convaincu sur rien. Ils ont répondu à vos questions, ils ont répondu également à mes questions, à apparaître dans le Nouveau Détective. À celle de nos confrères de l'Est républicain. Et également à celle de nos confrères de l'Est républicain. Donc on était trois organes de presse à pouvoir les interviewer. Moi, j'ai pas envie, je peux pas vous dire qu'ils m'ont convaincu ou non. D'abord parce que je n'ai pas d'idée
arrêtée ni préconçue. Je suis cette affaire depuis très longtemps. J'attends qu'elle avance encore. Voilà où on en est. Leurs explications, enfin, ils n'en donnent pas en réalité d'explications. Si je vous accuse aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez me dire? Rien non plus. Ça dépend de quoi vous allez m'accuser. Michel, il y a une question qu'on n'a pas gardée parce qu'on leur demande à un moment, tous les deux, on leur dit mais attendez, indignez-vous. Indignez-vous si on vous accuse injustement. Le masque, le masque d'innocent, on ne l'a jamais. Non mais c'est quoi la bonne attitude? Si on vous accuse d'avoir tué un enfant. Alors, c'est quoi la bonne attitude? Si vous braillez, on leur dit ils en font trop. Pas forcément. Ils nous ont répondu, ils nous ont répondu oui, je bondis dans mon siège. J'ai défendu un certain nombre de personnes qui avaient été accusées à tort. Vous n'avez pas d'attitude standard. Vous avez des gens qui hurlent, qui ont dit ah vous êtes trop théâtral, c'est du cinéma. Il y en a qui se défendent mollement et pourtant ils sont innocents. On peut pas juger. Il y en a qui ont même des gouttes sur les plateaux de télé. Monsieur Baudis, à l'époque, et voilà, on l'avait désigné comme. Et c'est vrai, quand on les a en face de nous, Philippe, c'est vrai qu'après on se parle, et puis avec Michel, on se parle et on se dit, franchement, ils n'ont pas le profil, quoi. Bon ben voilà. Ils n'ont pas le profil. Vous voyez, monsieur Rizet, attendez, vous redevenez le bon journaliste. Non, je deviens l'avocat. Mais voilà, quoi, ils n'ont pas le profil. Vous êtes meilleur avocat que procureur. Est-ce que vous pensez que la vérité peut surgir dans les prochains mois avec cette relance des investigations? On peut l'espérer simplement. Maintenant, voilà, parce que à 36 ans, c'est-à-dire qu'on s'acharne, c'est-à-dire on aura tout fait. Là, c'est un peu la justice coûte que coûte. C'est-à-dire que des dépenses, il y en a eu et c'est, je pense, tout à fait normal. Mais là, on joue avec le feu. On est apprenti sorcier. Quand je le dis, la stylométrie, les expertises en écriture, depuis l'affaire Dreyfus, on sait que c'est inefficace et c'est dangereux. Il y a 10 expertises dans ce dossier, 10, 9 du temps de Christine Villemain et une nouvelle. Elle ne dit jamais la même chose. Et on parle encore d'expertise. Ce ne sont pas des expertises. C'est dangereux. Je vais vous donner la position de la défense des époux Jacob. Que la justice cherche des preuves matérielles scientifiques, de l'ADN, parentel, etc. Mais c'est parfait. Il faut y aller et ne lésinons pas sur les moyens. C'est une évidence. Nous avons dans le dossier 9 ADN qui ne sont pas identifiés aujourd'hui. Qui ne sont pas. Il faut y aller. On sait que c'est pas les époux Jacob. Ça, c'est une certitude parce qu'on l'a comparé. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait, oui. C'est fait, ça. Pardon. Juste peut-être un mot, parce qu'on va bientôt devoir se quitter, mais on vient de les entendre pendant un peu plus de 12 minutes. Il y a de la pudeur aussi chez Jacqueline et Marcel Jacob. D'un mot, comment vous résumeriez leur vie et leur situation aujourd'hui? Mais moi, je vais vous dire pourquoi ils ont parlé. Parce que vous voyez, cette affaire, je disais tout à l'heure, elle est dramatique. Alors, il y en a eu des drames dans cette affaire. C'est octobre 84, l'assassinat de Bernard Laroche, 85, le juge Lambert. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils vous l'ont dit, leur vie, elle est détruite. Parce qu'on a jeté sur la base du fait qu'ils ont un escalier à 13 marches, que Marcel Jacob est moustachu. Non mais, moi, je vais vous dire, j'ai mal à ma justice. L'escalier à 13 marches, il faut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent ensuite. C'est que le corbeau appelle à un moment quelqu'un et on entend dans l'enregistrement du corbeau 13 bruits sourds qui correspondent à des pas dans un escalier. Et chez les Jacob, il y a un escalier. Faites dans toutes les maisons. Faites venir un architecte, c'est toujours 13 marches. Du secteur. Merci. 2,50 m de hauteur sous plafond, divisé par la hauteur d'une marche, ça vous fait 13 marches, monsieur Rizet. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venus sur le plateau. Merci Michel Marie. On aura l'occasion de vous retrouver avec Sorcellerie et cette affaire, elle ne fait que rebondir désormais. Merci beaucoup Dominique. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain. Passez un bon dimanche sur BFM TV.